Bienvenue dans la chambre droit au but du Motel Balado, qui est occupée par mon ami Stéphane Slogard de Slogard Jury Conseil. Comment ça va, Stéphane? Je vais super bien. Comment vas-tu, Passez une Jean? bonne semaine? Je me porte à ravir. Oui? Oui. Le printemps s'en vient. Avec le Canadien qui... Cartonne. Le Canadien cartonne. C'est beau. Alors aujourd'hui, on va parler de la CNESST et plus succinctement des décisions d'atteinte permanente. Oui, monsieur. Que l'on peut résumer à APIPP. Bon, et on va prendre le temps, là, parce que l'idée, c'est de comprendre et de réagir lorsqu'on fait face à une situation comme celle-là. Alors, est-ce qu'on dit la pipe? Oui. On dit la pipe. Ça part fort. Ça part fort. Et c'est l'atteinte Je rappelle qu'on est permanente. au motel. Et on parle d'une atteinte permanente à Voilà. l'intégrité physique et psychologique. Mais juste ça, j'ai l'impression que ça fait mal. Juste ça fait mal, effectivement. Tout à fait. Alors, traduction médicale en indemnisation, ça repose évidemment sur des rapports médicaux et des barèmes qui sont structurés. Et lorsqu'un travailleur n'est pas d'accord avec une décision, bien, il existe des recours et des arguments médicaux qu'on peut faire valoir, comme toujours. Il faut rappeler qu'au niveau de la CNSST, c'est une compagnie d'assurance financée par les employeurs. Les travailleurs et travailleuses accidentés sont assurés. Et quand on parle d'atteinte permanente, en fait, c'est la décision de la compagnie d'assurance suivant le processus médical qu'on a vu largement en épisode 7. Donc, quand arrive la période de consolidation, il y a une décision qui est rendue par l'assureur qui est l'atteinte permanente. Et puis, on va expliquer, là, en gros, c'est quoi aujourd'hui. C'est relié à des blessures, un montant forfaitaire et tout ça. Donc, on y revient dans quelques secondes. On rappelle que ce balado vise à vous informer, à vulgariser des notions générales, qu'il ne constitue en rien un avis juridique, pas plus qu'il ne remplace une consultation personnalisée avec un avocat. Chaque situation est différente. Exact. Pour obtenir un conseil adapté à votre situation, on vous invite à consulter un avocat. De chez Slogard Jury Conseil, Stéphane Slogard n'est pas avocat, mais il connaît les meilleurs et ils sont à votre solde à condition de vous rendre chez Slogard Jury Conseil. Alors, dans la mise en contexte, si tu le veux bien, Stéphane, à un moment donné dans un dossier CNESST, la blessure se traduit par des pourcentages, des fameuses tables de calcul et ainsi de suite, là, mis de l'avant généralement par de très bons actuaires. Alors, on joue les pourcentages et un pourcentage a un impact direct, évidemment, sur une indemnisation. On se rappelle le processus d'évaluation médicale, le médecin qui produit le rapport final. Ensuite de ça vient ce qu'on appelle un rapport d'évaluation médicale ou le REM. Donc, je vous réfère encore à l'épisode 7 pour ça. Et puis, quand l'assureur prend acte de ça, il va rendre une décision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'interprétation de l'assureur CNSST à partir d'un barème et il rend sa décision. Ce qui est très, très important, c'est que le travailleur accidenté qui reçoit cette décision-là, en toute transparence, c'est difficile à comprendre parce qu'il y a un pourcentage, il y a aussi un montant forfaitaire associé. Est-ce que c'est conforme au barème? Est-ce que c'est conforme à la situation de la personne? Puis ça crée beaucoup d'émotions là, chez les personnes quand ils reçoivent ce genre de décision-là. Donc, mais il y a des recours. Et parce que quoi faire lorsque la décision ne correspond pas à la réalité ou à l'intérêt du travailleur, de la travailleuse, de l'accidenté, il y a effectivement des pistes de solutions que l'on peut exploiter. Bon, alors là, je suis obligé de te demander, qu'est-ce qu'une APIP? OK, parfait. Mais c'est vraiment l'expression de la traduction de la blessure en termes de pourcentage. Ce que j'aime, c'est prendre l'exemple dans un autre domaine. Quand on a
un accident d'automobile, par exemple. Ce n'est pas la question aujourd'hui, mais si on va du côté du dommage pour les assureurs en dommages, ben si c'est une voiture 2005 Honda accidentée sur l'aile avant droit, ben il y a quelqu'un, un expert en sinistre, qui va aller évaluer, bon, qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la scratch et tout ça. Puis là, il va comparer ça à son petit livre d'assurance, puis là, il va aller voir, puis là, whoop, ça vaut tant de dollars et voici ce qu'on va faire. C'est une comparaison un peu vulgaire, mais c'est juste pour exprimer le propos. C'est la même chose. C'est que le travailleur ou la travailleuse accidentée qui a fait le processus d'évaluation médicale, il y a un médecin qui a dit « Ah, il y a telle blessure, telle sévérité. Dans le petit livre qui s'appelle le barème des dommages corporels, ça équivaut à tel code d'assurance et tel montant. » Donc, l'assureur va émettre cette décision-là. Ouais. Bien entendu, quand on est chez les humains, ben il y a des zones grises, hein? Donc, est-ce que c'est tout à fait ça qui aurait dû être indemnisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié? Est-ce que c'est le bon montant associé à ce qui est payé, à la blessure? C'est toutes des choses qu'il faut vérifier soigneusement et c'est difficile, autant pour les médecins que pour les personnes accidentées, d'être assurés à 300% que c'est exactement ça. D'où la nécessité de se prévaloir de ses droits, demander révision de cette décision-là à la révision administrative. Pourquoi? C'est qu'on aura à ce moment-là un réviseur de l'assureur qui va regarder à nouveau le dossier, mais surtout, Jean-Charles, puis j'insiste là-dessus, une opportunité pour la personne accidentée de soumettre ses commentaires, ses observations, et qui plus est, si elle est représentée, par exemple, par un avocat chez Slogard Jury Conseil, c'est une fenêtre d'opportunité, hein, on peut prendre un mot. Bien sûr. Une fenêtre d'opportunité pour faire valoir ses droits et il y aura une autre décision qui va arriver. Parce qu'il y a un caractère irréversible à ça quand même. Là. Ça le dit, c'est l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, ou si vous préférez, psychologique. Oui. Là. Donc, il y a un caractère d'invalidité qui vient avec ça. Ouais. Alors, il faut être très, très, très prudent et le cas échéant, faire valoir nos droits et défendre nos intérêts. Parce que le pourcentage qui est établi, et tu nous l'as bien exprimé, n'est pas juste symbolique, il y a un impact concret sur l'indemnisation. C'est une reconnaissance de la blessure. 2, c'est une indemnisation forfaitaire, parce qu'à ce moment-là, c'est un montant forfaitaire qui est payé. Donc, ce sont 2 éléments importants. Et puis, le travailleur, la travailleuse concernée, bien mal pris pour savoir est-ce que c'est exact, est-ce que le barème a été respecté, est-ce que tout a été considéré, est-ce qu'il manque des choses. Donc, c'est pour ça que ça prend des spécialistes pour regarder ça. Comment la CNESST prend sa décision? Bien, la CNESST, elle doit regarder la nature des informations médicales en main. Le processus d'évaluation médicale a dû être suivi selon les règles d'usage et elle va comparer ça au barème des dommages et va émettre sa décision. Donc, je te dirais que il faut se rappeler que c'est une action d'une compagnie d'assurance reliée à un événement survenu puis une blessure reconnue. Donc, ça comporte quand même certains risques d'erreur. Fait que le pourcentage, il n'est pas inventé, il est encadré. Là, parce que le barème des dommages corporels, notamment, on parle ici d'une grille de référence bien établie qui permet d'associer certains types de séquelles à des pourcentages. C'est un excellent point parce que quand une personne a un diagnostic X reconnu, ben, l'autre personne, la même chose, devrait avoir le même montant. Il y a des choses qui fluctuent en fonction de l'âge de l'accidenté. Je ne veux pas aller trop dans le technique là, mais par contre, c'est une charte. Ce qu'on peut dire avec assurance, c'est que c'est une charte, un barème avec des codes d'assurance. C'est structuré. C'est structuré, c'est organisé. Donc, c'est pas aléatoire, puis c'est pas l'agent, j'ai été gentil avec lui, donc j'ai plus. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Il y a un caractère noir sur blanc. Là. Si je peux faire un parallèle, là, au hockey, il y a autant de façons de voir un événement qu'il y a d'arbitres dans la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup de matière à interprétation. On n'est pas là-dedans ici. Le guide, il amène une cohérence d'un dossier une à structure. l'autre. C'est bien rare que 2 accidentés vont se rencontrer et dire on a vécu la même affaire, mais on n'a pas eu le même, on n'a pas eu le même résultat. Ce que j'entends de temps en temps, c'est... À quelques nuances près. Oui, effectivement, mais ce que j'entends de temps en temps, c'est il me semble que la compensation n'est pas généreuse. Il me semble que, je donne un exemple, j'ai eu tant pour une blessure au dos,
Mon dos est fini, je ne suis plus capable de travailler, il me semble que le montant ne fait pas de sens. C'est pas là qu'il faut aller parce que la question de la capacité de travail, on l'a aussi vu dans un autre podcast, c'est basé sur des limitations fonctionnelles et une capacité de travail. Ici, on est sur une indemnisation forfaitaire pour une blessure. Donc, moi, je m'adresse à vous. Si vous faites le lien, bien, j'ai une blessure là, la CNSST me donne 5 000, 10 000 $. Il me semble que mon bras est fini, mon dos est fini, il me semble que ça n'a pas d'allure. C'est pas la pensée qu'il faut avoir sur ça parce que le législateur n'a pas prévu ça comme ça. Quand on dit ici, chez Droit au but, ben, on veut démystifier pour comprendre, pour pouvoir mettre ses énergies au bon endroit, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est un exemple concret. Si on était aux États-Unis, dans un régime différent, avec des règles différentes, possiblement que l'indemnisation serait supérieure. Mais on est au Québec avec la loi des accidents de travail, maladies professionnelles, avec le barème des dommages corporels, la CNSST. Donc, ce sont nos règles du jeu. Donc, nous, entre autres, chez Slogar Jury Conseil, quand on a à regarder le barème des dommages corporels pour un de nos clients, bien, on compare à ce qui est là au dossier, au règlement, et puis nos portes de sortie sont de faire valoir les droits de notre client en regard des règles qui s'appliquent ici. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec la loi des accidents de travail, bien là, ça se passe aux politiques, ça. Si on va changer une loi, c'est aux politiques. OK. Parlons du moment choc. Oui. Ça, c'est la réception de la décision. Oui. Quelles sont les réactions les plus fréquemment rencontrées? Les réactions qu'on voit, qu'on observe, c'est l'incompréhension. Le travailleur accidenté, puis j'aime prendre mon exemple du couvreur là, qui s'est blessé gravement, puis qui ne peut pas refaire son métier, puis qu'il y a une compensation forfaitaire pour une blessure X. Il ne comprend pas. Il se sent un peu comme traité injustement. Beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, colère et tout ça. Sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice. Puis un peu comme on l'a déjà dit antérieurement, ce que nous, on suggère à ce moment-là, c'est une bonne respiration, de bonnes informations, se faire accompagner, faire affaire avec des pros du métier. On le disait tantôt, les avocats, entre autres, chez Slogar Jury Conseil, sont spécialisés dans ça. On soumet le dossier, c'est étudié, puis on donne l'heure juste. C'est comme un décalage avec le vécu. Oui, c'est un décalage avec le vécu. Puis en toute transparence, quand tu dis, ben, tu es une personne accidentée, ben, tu n'es pas un spécialiste des assurances, tu n'es pas un spécialiste du monde juridique, tu n'es pas un spécialiste médical. Puis là, ben, tu te sens un peu vulnérable par rapport à tout ce qui se passe. Puis ça se passe vite, il faut le dire. Là. Ouais. La vie va vite pour tout le monde, là, mais quand tu es un accidenté, puis que là, le médecin te dit telle chose, puis là, l'assureur dit telle autre chose, puis là, mon voisin me dit ça, puis j'ai entendu que, puis là, je m'en vais sur Internet, mais je comprends pas trop les informations, mais il me semble que vraiment là... Oui, parce que là, il faut comprendre que le pourcentage ne reflète pas toujours la perception qu'une personne peut avoir de sa condition. Mais perception is reality, c'est vrai dans le quotidien. C'est pas vrai quand on arrive dans des trucs plus structurés et encadrés que ça. Exact. Ici, c'est une logique de droit, là. On est dans une logique de droit. Il y a une loi, il y a des règles qui s'appliquent. Et puis, c'est pas une logique humaine là, et gros bon sens. Là. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord? Bien, si on n'est pas d'accord, le premier niveau où on reçoit la décision, puis là, on n'est pas d'accord, bien là, on demande révision à la direction de la révision administrative. On a combien de temps pour faire ça? 30 jours. Okay. 30 jours suivant la réception de la lettre. Okay. Ça, c'est important, la date de réception, parce que la lettre peut comporter une date, mais la réception, ça peut être 3-4 jours après, donc on a alors, 30 jours. Fait pour... Ah, c'est un courrier recommandé? Reçu. C'est soit... Okay. Ça donc, peut être... on doit signer à la réception. On sait quand... Eux savent quand on l'a reçu. Il y a des transmissions électroniques, donc il y a des preuves sur ça. Il y a des transmissions courrier, donc une petite marge de manœuvre avec ça. Mais je dirais que... Mais le délai demeure critique. C'est 30 jours ouvrables. Alors, lire la décision. Oui. Bien comprendre ce qui est en jeu. Oui. Là, idéalement, il faut agir dans les délais prescrits. En cas de doute, vous n'êtes pas encore représenté, vous recevez une décision, le premier réflexe à faire, c'est de demander révision. Pour demander révision, vous pouvez aller sur le site Internet de la CNSST, il y a des formulaires là, vous pouvez le faire. Donc ça, on appelle ça, comme on l'a dit depuis le début, protéger les intérêts. Stopper la machine. On protège d'emblée, dire dans je suis les pas délais. d'accord, c'est puis ça. on va, je vous le dis tout de suite, puis après on va prendre le temps de... Exactement. Après ça, s'expliquer. on trouve notre avocat, on se fait représenter, on se fait accompagner, on soumet notre dossier, bref, on laisse les pros travailler sur ça.
Puis c'est la meilleure chose à faire. Une autre chose, par contre. Oui. Si c'est une décision de révision administrative que vous avez reçue, parce que vous avez contesté, vous avez demandé révision en révision administrative, la révision administrative étudie votre dossier à nouveau, vous envoie une nouvelle lettre de décision, vous n'êtes pas d'accord encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Contester au tribunal administratif du travail. Donc, OK, il y a là, une on est deuxième chance. sur quoi on peut contester, dans le fond? Là, On est dans le deuxième mécanisme de contestation. OK, Parce OK. que le premier, c'est on conteste en révision administrative. OK. Le réviseur se penche sur le dossier, va émettre une nouvelle décision. C'est là où on va au TAT. Exactement. Puis Tribunal là, si on administratif conteste du là, travail. ça va au tribunal administratif du travail. OK. Sur quoi on peut contester, si je prends au bon là, la question que tu avais, c'est on peut contester sur l'application du barème des dommages corporels. On peut contester sur le diagnostic rendu, les limitations fonctionnelles, mais je dirais que... L'évaluation médicale. L'évaluation aussi. médicale, la même chose, mais je dirais que c'est pas important au moment où on demande révision ou au moment où on conteste, parce que ça nous appartient. Ce qui est important, c'est de demander révision dans les délais impartis ou de contester dans les délais impartis. Ça, c'est fondamental. Ça, on ne peut pas passer à côté de Et ça. faire autrement est mieux que de simplement dire « Je suis pas d'accord ». Ben oui, c'est ça. Je suis Dans pas un bon d'accord. débat sportif. C'est une gang de ça. Ils comprennent Ouais. pas. Je me sens... Non, ça vaut pas la peine. Ça on Alors, n'avance pas avec expliquez ça. pourquoi c'est peut-être médicalement discutable. dans le Oui, fond. exactement. OK. Fait que là, quand on va au TAT, il y a un juge qui est attribué, qui est impartial. Oui, exactement. C'est parce que c'est le tribunal administratif du travail, Oui. donc il n'est pas juge et partie. Non. C'est pas un juge de la CNESST. Non. Alors lui, il va analyser évidemment la preuve médicale qui est présentée, et probablement la cohérence puis un peu la crédibilité dans le dossier de façon Il va générale. regarder ça. C'est sûr que le juge administratif, on en a déjà parlé un peu ici à droite au but, le juge administratif va travailler avec les documents qu'il a en main. Puis c'est là qu'il Donc, vient... il va trancher là-dessus. Il va sur la trancher preuve là-dessus. présentée, là. Oui, il va trancher là-dessus. Je donne un exemple. Vous contestez une décision de la révision administrative au tribunal administratif du travail. Nécessairement, le dossier va suivre son cours. Il va aller au tribunal administratif du travail. Au tribunal administratif... C'est ça que je disais? Oui. Au tribunal administratif du travail. Au TAT. Au TAT, mais oui, il va y avoir deux services. Il y a le service de la conciliation puis le service de l'audience. Mais prenons l'audience parce qu'en audience, un cas d'application de barème des dommages corporels, c'est un peu compliqué et ardu d'avoir une entente là-dessus parce que c'est ça ou c'est pas ça. OK? Par contre, la fenêtre d'opportunité qu'il peut y avoir sur ça, c'est si entre-temps, entre la décision de la révision administrative et le tribunal, vous êtes allé voir un médecin expert que vous avez été en expertise médicale indépendante, surtout si vous avez été représenté puis que votre bureau d'avocat a soumis ce qu'on appelle un mandat d'expertise, l'expert va vous rencontrer, va produire un nouveau rapport, et là, ça devient une pièce médico-légale qui peut être intéressante à soumettre au tribunal administratif du travail pour soumettre au juge la position. Donc, si on regarde ça, la CNSST aura rendu une première décision sur ce qu'elle avait. En révision administrative, le réviseur a rendu une deuxième décision, mais au tribunal, ça peut être une belle stratégie juridique de soumettre une expertise médicale indépendante pour pouvoir donner votre version des faits. Dépendamment, donc, du moment dans le dossier, évidemment. Oui. Parce qu'à la DRA, pas de P, on n'est pas au lit, quoi qu'au motel. Hey, là, il faut faire attention. Hein. Il y a le drap, il y a la pipe, il y a tout ça Ben de oui, choses. ben c'est ça. Puis il y a le TAP, puis ah ouais, donc, là, enfin. Il y a tout ça et plus encore au motel balado. Alors, à la DRA, on peut appuyer, l'impact peut être variable, et au TAT, bien souvent, ça devient déterminant parce que il y a la comparaison des expertises, Oui. l'analyse du juge. Dirais-tu que devant le tribunal, une expertise médicale bien faite, bien présentée peut faire toute une différence? Ça dans peut le fond? absolument faire la différence. Puis ici, ce que je dois dire aussi, c'est que quand on parle d'expertise médicale indépendante, bien, vous le devinez, quand vous allez au privé, il y a des coûts associés à ça qui sont assez substantiels. Vous n'allez pas au tribunal en expertise médicale indépendante sans être accompagné, conseillé, guidé et sans qu'il y ait un mandat
d'expertise soumis en bonne et due forme selon les règles du jeu à un expert. Donc, moi, je vous encourage vraiment à être accompagné et représenté avant de faire ça parce que, encore faut-il prendre la décision d'investir des dollars pour aller en expertise médicale sur les bonnes choses. Parce que malheureusement, de temps en temps, les gens veulent tellement avoir raison qu'ils vont aller voir un médecin, un autre, ici et ça, mais ce n'est pas une expertise médicale selon le protocole qui va être produit. Donc, ça ne sera pas une pièce médico-légale importante pour qu'un juge puisse apprécier. Là. Donc, il y a tout... recevable, mais pas pertinent. Oui, puis Ça on vient pas fera... appuyer. On fera un autre épisode de droit au but sur l'expertise médicale indépendante ultérieurement parce que volontairement, je ne vais pas trop dans le détail ici parce qu'il y a beaucoup de choses dans ça. En résumé, lorsqu'il est question d'APIP, on parle de séquelles permanentes, donc d'un cadre structuré avec possibilité de contestation par contre. Alors, une décision d'APIP n'est pas qu'un pourcentage, c'est une lecture médicale de séquelles qui peut être analysée et, dans certains cas, contestée. Alors, mieux comprendre cette décision permet de mieux se positionner dans un dossier et de prendre, évidemment, des décisions éclairées. Oui, puis à ce moment-là, on doit absolument faire affaire avec des spécialistes parce qu'on est dans quelque chose qui est légal, donc les avocats sont là pour ça. On est dans quelque chose qui est médical, donc ça nous prend un médecin qui regarde ça, mais pas juste regarder ça. Produire un rapport d'expertise, c'est quelque chose comme 5 à 10 pages avec tout ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire l'histoire, l'historique, comparé à ce qu'il y a dans le dossier, comparé à un examen que l'expert a fait. Donc, il y a comme... C'est un art, là, faire ça. Donc, et quand on est obligé de se faire est accompagner. face à ça, Oui. ben, c'est important de s'éclairer pour aller droit au but. Puis quand on va aller droit au but, ben, il faut y aller avec slogan, jury, conseil. Droit au but avec slogan, jury conseil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.